Lendemain de Laylatul Qadr, la nuit du destin, communion de prières, de sacrifices, mais aussi et surtout de bénédictions pour le Mali. Boubacar Kanouté a sillonné la ville de Bamako et partout, c'était dévotion et ferveur. Un mot des préparatifs de la célébration de la fin du mois de Ramadan. Les marchés à bétail sont bien fournis. D'après nos constats, les prix oscillent entre 175 000 à 600 000 francs CFA. Reste maintenant à trouver preneur. En tout cas, c'est la question de ce journal. Réponse avec Boubacar Bablé-Touré. Un mot d'assainissement également, une chose qui devra être suivie pendant toute cette euphorie liée à la fête et même au-delà. Nous allons faire le tour de la capitale avec Agibou Koulibaly pour constater les progrès réalisés en la matière avec le concours du gouvernement et des autorités communales, particulièrement la mairie du district de Bamako. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Nous sommes au lendemain de Laylatul Qadr, la nuit du destin, communion de prières, de sacrifices, mais aussi et surtout de bénédictions pour le Mali, enregistrées partout à travers la ville de Bamako, suivant Boubacar Kanouté. La nuit du destin fait référence à cette nuit bénie au cours de laquelle le Coran fut révélé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. En ce jour, les mosquées, places publiques et autres lieux de culte sont bondés de fidèles musulmans. Nous sommes à la veille du 27e jour du mois béni du Ramadan. Les fidèles se consacrent à l'invocation d'Allah à travers la lecture du Saint-Coran et les bonnes actions. Cheikh Ousmane Madan Aïdra et Mahamadou Aïdra Kalafo de la mosquée d'Amdalaï expliquent les bienfaits de cette nuit, qui sont inestimables avant de prier pour la nation malienne. Nous prions sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La nuit du destin, elle scelle vos 1000 nuits ordinaires, donc nous devons en profiter. Nous saisissons cette occasion pour transmettre toute notre gratitude au gouvernement de la transition pour les réformes politiques qu'il mène en faveur du peuple malien. C'est une nuit qui est meilleure que 1000 mois. D'après le bon Dieu même, que celui qui fait une bonne œuvre cette nuit est égal à 83 ans et 4 mois d'adoration. C'est ça. Donc vraiment c'est une nuit dont aucune nuit n'égale. Même engouement chez Imam Cheikh Abdul Aziz Souré et Baba Diallo, il rappelle que cette nuit est meilleure que 1000 mois, se référant à un passage coranique qui réconforte les croyants à la quête d'une foi inébranlable. Toutes les actions caritatives menées lors de cette nuit spéciale se fructifient, nous déclarent ces deux prédicateurs. Les fidèles musulmans doivent célébrer cette nuit avec beaucoup de joie. J'invite tous les fidèles à faire montre de bienveillance. À l'occasion de cette grande messe de l'islam, j'ai prié pour que la paix et la cohésion sociale règnent dans nos deux pays, à savoir le Mali et le Burkina Faso. Jusqu'à la prière de Fajr, les anges sillonnent les lieux de culte pour bénir les fidèles musulmans. Donc profitons de ces moments. Pour les fidèles musulmans, une occasion de doubler d'efforts pour avoir l'estime du Tout-Puissant, tout en accordant une place de choix au sacrifice, au pardon, à l'amour du prochain et aux bénédictions pour la patrie. Laylatul Qadr, c'est aussi l'occasion pour de nombreux couples de convoler en juste noces. Suleiman Sidibé nous en parlera au cours de ce journal. Dernier virage du mois béni, le ministre des Affaires religieuses ne déroge pas à la tradition respectée par ses prédécesseurs, celle du 27e jour du Ramadan. Mahamadou Koné a organisé un iftar ou rupture collective de jeûne avec des ambassadeurs accrédités au Mali, des responsables des fêtières religieuses et plusieurs autres personnalités. Jules Sambo-Sissoko, reportage. Un iftar collectif en commémoration de la nuit du destin ou Laylatul Qadr avec plusieurs ambassadeurs, leaders religieux et représentants des fêtières religieuses autour des valeurs de cohésion, de solidarité et de fraternité. Il est organisé depuis quelques années par le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Nous sommes très comblés de joie de voir
ces diplomates chevronnés qui sont venus nous gratifier par leur présence à notre cérémonie de rupture. Louange à Allah et remerciement à vous. Les personnalités invitées ont bien apprécié le sens de ce moment de partage et de convivialité. Nous sommes dans la nuit de destinée. Donc une nuit bénie, un mois béni, à un moment où tout le monde prie, tout le monde implore Allah. L'invocation, la prière est pour la cohésion nationale. La prière pour la quiétude, la prière pour la paix. Nous sommes très reconnaissants, Monsieur le ministre. C'est une bonne tradition que je remercie toutes les autorités maliennes. Je suis fier de répondre à cette invitation. Merci et vive le Mali. Une prière collective et la fatia pour la paix et le bonheur absolu au Mali ont constitué le temps fort de ce iftar. Je vous le disais tantôt, Laylatul Qadr mise à profit par de nombreux couples pour convoler en juste noces. Le phénomène a pris de l'ampleur aujourd'hui, un mariage religieux qui s'est fait en faste dans toute sa symbolique. Souleymane Sidibé nous en parle. La nuit du 27e jour du mois de Ramadan, qui est considérée comme celle du destin ou Laylatul Qadr, est choisie par certains fidèles musulmans pour sceller leur union sacrée, le mariage. Parmi les familles qui ont célébré le mariage religieux de leurs enfants en ce 27e jour de Ramadan figurent les familles Keita et Silla de Badjalan en commune 3 du district de Bamako. Pourquoi les deux familles ont choisi ces jours pour un tel événement? C'est un jour important, comme tous les musulmans le savent. Donc, 27e jour de Ramadan, c'est un jour sacré. Donc c'est pour cela qu'on a choisi cette date pour ce mariage. La 27e nuit du mois de Ramadan est considérée par les musulmans comme la nuit du destin. À ce sens, beaucoup de choses sont réalisées là-dedans. Donc du coup, on pense que c'est une nuit bénie ainsi que la journée. Donc chaque musulman, dans sa foi religieuse, se permet de célébrer son mariage religieux dans ces mois pour bénir le mariage et avoir beaucoup de bonheur. C'est recommandé par Dieu, par les musulmans, que beaucoup de mariages soient célébrés ces jours-ci. Et nous demandons la baraka de Dieu et que ce mariage soit un mariage heureux. On leur souhaite que du bonheur. Si les familles évoquent les mêmes raisons, des raisons qui vont dans le sens de l'islam, selon l'imam Cheikh Oumar Traoré, célébrer son mariage religieux au 27e jour du mois de Ramadan est une recommandation de l'islam. Le 7e jour du mois de Ramadan est un grand jour pour l'islam. C'est la nuit de révélation du Saint-Coran. Alors, choisir ce jour pour célébrer son mariage est une recommandation de l'islam. Vu son importance et une sunna du prophète, paix et salut sur lui. Le mariage est une bénédiction divine. Alors le célébrer la nuit de Laylatul Qadr, qui est la meilleure nuit de l'année, est perçu comme double grâce divine. Alors, heureux ménage à tous les mariés. Oui, Souleymane, heureux ménage. Voyons ensemble si les Bamakois poursuivent avec quelques-unes de leurs habitudes favorites. La fréquentation des espaces de loisirs, comme par exemple le musée et le parc national. Est-ce que la verdure ou l'ombre de ces grands acacias ou baobabs qui l'habitent les incite pour autant pour se mettre à l'abri de nos 43 degrés Celsius? Pas si sûr que c'est là, c'est ce que Mariam Koulibaly a constaté. Elle nous dit que les visiteurs se comptent au bout du doigt. Au Mali, tout comme dans beaucoup de pays à majorité musulmane, le ramadan rime avec un changement de comportement. Cela est observable dans plusieurs domaines, notamment dans la fréquentation des espaces de loisirs. Il est environ midi au musée national. Le nombre de visiteurs n'a pas encore atteint 10 personnes pour cette journée. En ce mois de Ramadan, la fréquentation, comme vous voyez que c'est complètement désert. Bon, cela peut s'expliquer par beaucoup de choses. La première, c'est que venir au musée, c'est comme une sorte de détente. C'est vrai qu'on découvre la culture, mais c'est comme une sorte de détente. Et au retour à la maison, on va prendre un coup de chaleur. Donc c'est pourquoi les gens préfèrent rester chez eux. Cependant,
ce grand calme non habituel est favorable pour certains visiteurs. Actuellement, je travaille à Dougabougou. Alors donc je suis là pour le week-end. Donc j'ai le temps libre. Donc je me suis profité de venir visiter les objets traditionnels que nous avons ici. Dans ces temples du savoir, la nature est aussi convoitée pour apprendre et atténuer les fatigues d'hygiène. Bon, d'abord, nous sommes à la préparation d'une compétition, d'un concours de débat. Donc ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Vu que c'est un endroit calme aussi, tranquille avec la fraîcheur et de l'air pur également. J'ai le diabète et la tension. C'est pour cela que je suis là et je suis en jeûne. Donc si je suis venu ici, je me refroidis. Parce que moi je peux bien faire les sungalos. Tout juste à côté, au parc national, le constat reste le même. Les visiteurs se font rares et les intérêts sont divergents pour ces quelques-uns. Bon, juste simplement, je suis venue prendre de l'air pour profiter de ma journée simplement. Je suis venue au parc ici juste pour me distraire un peu, oublier un peu les soucis. Mais je vois que c'est monotone à cause du mois de carême. Bon. Mais ça fait du bien de prendre de l'air fraîche. En tout cas. Cette faible affluence au parc national est gérée par certaines mesures. Tous les centres qui reçoivent le public savent très bien que le mois de la Ramadan, ça va être calme. Donc nous nous préparons pour ça. Donc nous mettons une bonne partie de notre personnel en congé. Et de toute façon, nous savons effectivement que nous n'allons pas avoir de recettes. Donc on prévoit de faire moins de dépenses et puis pour sécuriser donc, les salaires du mois de Ramadan. C'est une situation prévisible, donc il n'y a pas de situation particulière pour nous. C'est une occasion également pour les responsables du parc de revoir certains détails avant la fête du Ramadan, une période de forte affluence. Et ces endroits vont renouer avec le public pile le jour de la fête. Place à présent aux préparatifs de la célébration de la fin du mois de Ramadan. Les marchés à bétail sont bien fournis d'après nos constats. Les prix oscillent entre 175 000 à 600 000 francs CFA au niveau du site de vente promotionnel initié par le gouvernement ainsi que dans les marchés ordinaires. Reste maintenant à trouver preneur. En tout cas, c'est la question de ce journal. La réponse avec Boubacar Babli Touré et Aruna Diara. On va conclure à 320. Je vous en prie. C'est une question de... Voilà. Merci beaucoup. Merci Jean. Une discussion entre marchands de bétail et un client. La scène en dit long sur la problématique des prix de bœuf sur les points de vente. Le bœuf, l'animal le plus prisé pour la fête d'Al-El-Fitr. Nous sommes au marché ordinaire à bétail de Wewenko qui semble bien fourni, mais pas trop d'affluence à quelques jours de la fête de Ramadan. Est-ce à dire que les prix fixés ne sont pas à la portée du Malien lambda? Des taurillons comme ça, les prix peuvent aller de 250. Ceux-ci sont de 220. Bon, le tout plus gros là, noir-blanc, ça, le prix varie de 500 à 600. Les prix sont à la hauteur aussi des consommateurs. Les prix n'ont pas tellement flambé comme nous les pensons. Des propos corroborés par Sekou Diarra et ses amis qui ont cotisé pour la circonstance pour s'offrir un animal. Puisque le plus semble à leur portée, ils décident de compléter à deux. Les marchés se diffèrent, les prix se diffèrent aussi. Bien. Donc, juste nous, on voulait une deuxième encore, on voulait voir le prix quoi. Donc, quand il a dit le prix, donc, je me suis étonné un peu seulement, sinon c'est bon quoi. Après quelques minutes d'échange, clients et marchands de bétail tombent d'accord. Donc, marché conclu. Après le marché Ouéanko, direction le terrain Chaba de la Fiaboukou sur le site de vente promotionnelle de bovins organisé par le gouvernement. L'initiative vise à offrir aux Maliens des bœufs à un prix abordable allant de 200 000 à 350 000 francs CFA. Cette année, les prix ne fait que prendre de l'ascenseur. Je ne sais pas ce qui se passe quoi. Alors qu'on suppose que ça, c'est un truc qui est organisé par le gouvernement. On pense qu'il y a tout, comment dirais-je, tout est bien coordonné, mais on voit que ça, c'est tout à fait le contraire. Les prix varient entre 300 et 525. Si on s'en tient à ce qui a quand même été dit sur les médias, bon, c'est très loin de ça.
cette année, les prix ne sont pas du tout abordables. Les différents prix par rapport au bœuf, par exemple, que nous sommes en train ici de discuter, le minimum c'est 500 000. À la question de savoir qu'est-ce qui explique donc ces prix fixés en dehors de la fourchette indiquée par l'État, Aruna Koulibaly, point focal du site promotionnel, explique. Il y a des extras. Donc les extras, c'est quoi? Il s'agit des animaux dont leur prix dépasse notre fourchette. Donc c'est-à-dire de 400 000 jusqu'à 500 000 francs qu'on peut en trouver ici. Mais ça, c'est les hors prix qu'on peut en trouver pour la vente promotionnelle. Si certains ont pu avoir l'animal de leur choix à un prix acceptable, d'autres sillonnent encore les marchés en espérant trouver un bœuf conformément à leur bourse. Et c'est ce qui fait Doufouna Traoré en ce moment. Nous étions dans nos éditions précédentes au marché Rose de Bamako afin de prendre le pouls de la population à la veille de la célébration de la fête de Ramadan. Continuons dans ce sens, cette fois-ci, cap sur Gao, la cité des Askia, où les boutiques de vente d'habits, les ateliers de couture et les salons de coiffure sont plus que fréquentés. Dans tous ces endroits où notre équipe de reportage conduite par Aliou Idrissa Maïga s'est rendue, clients comme prestateurs, chacun cherche à tirer son profit. Suivons. La cité des Askia bouge au rythme du Ramadan. En cette veille de fête, les clients se bousculent dans les boutiques de vente d'habits, chez les tailleurs, dans les salons de coiffure et dans certains espaces aménagés pour les tresses. Mohamed Ould Fogani est boutiquier. Selon lui, cette année, les clients sont au rendez-vous, mais pas comme l'année dernière. Cette année, il n'y a pas beaucoup de clients. L'année passée, c'est plus marché que cette année. Peut-être d'ici 3 jours comme ça, les clients vont commencer à venir. On n'a pas de problème avec les clients. Pour les acheteurs, les boutiques sont bien approvisionnées en habillement de tout genre, mais les prix fixés dépassent leur pouvoir d'achat. Les prix, ça ne va pas. Avant, on peut acheter bazin 10 000 le mètre, maintenant 12 500, mais ici, on a eu ça à 12 000. Dans les ateliers de couture aussi, les clients se bousculent et chacun veut avoir son habit avant la fête. Dans l'ensemble, tout se passe bien entre nous et nos clients. On arrive toujours à se comprendre sur les prix. Seulement, chacun veut vite avoir son habit. Souvent, c'est compliqué pour nous. Avec les tailleurs, chaque fois, c'est le même scénario. On te donne un rendez-vous, tu vas, tu reviens jusqu'à être fatigué, tu ne trouves pas ton habit. Et puis, même quand il n'y a pas de place, il ne le dit jamais aux gens. Et aux tailleurs de se justifier. Je suis là en train de travailler avec le groupe. C'est avec le groupe seulement qu'on peut travailler. Sinon, si ce n'est pas groupe, il faut attendre juste vers minuit pour avoir l'électricité. Donc ça ne range pas. Je dépense vraiment. Bon, on est obligé de travailler avec. En cette veille de fête, les salons de coiffure sont aussi très sollicités. Je suis venue trouver qu'il y a des gens devant moi. J'attends mon tour moi aussi. Je tiens vraiment à me faire tresser ici parce que toutes les fois où je suis venue, j'étais bien accueillie. Pour les derniers jours qui restent avant la fête, les tresseuses voient leur chiffre d'affaires augmenter, mais avec quelques difficultés. Cette activité constitue pour moi une source de revenus. En cette veille de fête, je peux gagner 10 000 francs par jour en raison de 1 000 francs par tête. Dans ces métiers, toute notre difficulté est due aux clientes qui attendent jusqu'à la dernière minute pour venir. Ça crée des embouteillages. Souvent, nous ne savons pas comment les gérer. Dans la ville de Gao, on constate des mouvements partout et la population compte fêter avec faste le Ramadan, Inch'Allah. Sur un tout autre plan, le mouvement patriotique de solidarité nationale a organisé un atelier de formation des formateurs. Il portait sur le projet de constitution. Bemba Sibi nous en dit plus. Et c'est confiant de la nécessité de la révision constitutionnelle que les membres du mouvement patriotique de solidarité nationale Malikoura ont décidé de tenir cet atelier de formation sur le projet de constitution. La nouvelle constitution, c'est une nouvelle république. La nouvelle constitution, c'est une réécriture même de notre histoire. D'abord, il faudrait que la population se l'approprie. Pour ça, il faudrait que d'abord nous qui devons véhiculer, nous soyons informés de la question, que nous soyons formés à la question. C'est pourquoi nous avons organisé cet atelier d'appropriation
pour que les uns et les autres d'abord sachent ce qu'ils vont aller dire. Ces auditeurs qui bénéficient de cette formation d'une journée sont venus de toutes les régions du Mali. Cet atelier est le début d'une vaste campagne de vulgarisation du projet de constitution. Toutes les localités du Mali, il y aura la formation. Nous allons faire ici, parce qu'on a des représentants par région. Nous avons des coordinateurs par région qui vont se déplacer pour aller recevoir les régionaux, les former, et les différents sexes se retrouveront dans les régions pour être formés, pour qu'ils puissent descendre sur le terrain. Il faut que tout le monde comprenne que c'est pour le développement du Mali, c'est pour une souveraineté retrouvée. C'est un panel de haut niveau qui a entretenu ces futurs relais auprès de la population, notamment des universitaires, des cadres du ministère de la Refondation, des hauts fonctionnaires et certains membres de la Commission nationale de rédaction de la nouvelle Constitution. Après la formation, ces auditeurs vont sillonner l'ensemble du territoire malien pour faciliter l'appropriation du contenu de la nouvelle Constitution à la population. Le réseau des groupes de défense des femmes et filles de Bamako, en partenariat avec ONU Femmes et le programme Spotlight, viennent d'initier un atelier sur les violences basées sur le genre. Saloum Konaté pour le compte-rendu. Selon les statistiques de 2022 du système des informations sur les violences basées sur le genre, le Mali a enregistré plus de 9000 cas de violences basées sur le genre. C'est pour inverser cette tendance que le réseau des groupes de défense des droits des femmes et filles RGDF Bamako initie ce cadre d'échange. Ces violences se manifestent sous plusieurs formes. Violences physiques, sexuelles, économiques et même psychologiques. La situation s'est nettement empirée avec la guerre imposée à notre pays depuis plus d'une décennie, avec son corollaire de viols, agressions sexuelles, mariages forcés. Malgré les conséquences fâcheuses de ces violences, beaucoup de survivantes préfèrent garder le silence jusqu'à la mort. Il est également important de constater qu'il y a eu également des avancées. Donc ces avancées qui sont peut-être timides sont quelque part vos œuvres. Un cadre de plaidoyer nous permettra à n'en pas douter, à avoir une compréhension commune de certains concepts qui fait qu'on n'arrive pas à avoir la plus grande partie des acteurs que nous souhaitons sur le terrain. Ces 3 jours d'échange visent à renforcer les connaissances des participants sur les violences faites aux femmes et aux filles, les argumentaires élaborés sur le VBG et l'avantage de l'harmonisation des textes. Les participants seront outillés sur les questions de genre afin de comprendre davantage les textes signés et ratifiés par le Mali dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Il s'agit vraiment de mettre ces leaders de l'Alliance avec les acteurs clés de lutte contre les VBG ainsi que des départements ministériels que nous avons ciblés afin que nous ayons une compréhension commune du concept genre et aussi afin que la lutte contre les VBG puisse vraiment être facile. La présidente du réseau des groupes de défense des droits des femmes et filles remercie les partenaires qui ont rendu possible le présent atelier. Auparavant, une minute de silence a été observée en la mémoire des victimes. Lutte également contre la maladie à coronavirus. Ce 18 avril 2023, sur 65 tests réalisés, 2 cas positifs, 0 guéris, 0 décès, 4 personnes sont sous traitement. Conférence de presse en amont à la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, édition 2023. Les conférenciers ont discuté sur le thème « Il est temps de parvenir à 0 cas de paludisme, investir, innover, mettre en œuvre ». Jules Sambo-Sissoko. En prélude à la célébration de la 16e journée mondiale de lutte contre le paludisme, le 25 avril prochain, couplé à la Semaine nationale de lutte contre le palu, édition 2023, le ministère de la Santé et du Développement social, à travers la Direction générale de la Santé et de l'Hygiène publique et le Programme national de lutte contre le paludisme, en partenariat avec l'OMS, renforce la communication et la mobilisation sociale face au fardeau du paludisme. Voilà l'objectif premier de cette conférence de presse. Le thème retenu cette année est « Il est temps de parvenir à 0 cas de paludisme, investir, innover, mettre en œuvre ». Le paludisme constitue toujours la première cause de mortalité et de morbidité chez nous au Mali. Mais en réalité, vous êtes des hommes de médias. Moi, je dirais que le gros du problème, c'est un problème comportemental.
Et vous, les hommes de presse, c'est à vous de nous aider dans ce sens pour sensibiliser aussi, tout comme le personnel sanitaire. Les stratégies de lutte contre la maladie, le vaccin, les indicateurs et les défis sont entre autres aspects évoqués par les hommes de médias. L'atteinte des objectifs passe par toutes ces préoccupations selon les responsables de la santé au Mali et les partenaires. Il faut souligner que nous devons nous appuyer sur la communication. Vous qui êtes là, ce que vous avez compris ici, au retour, il faudrait transformer en langage que la population commune pourrait bien comprendre. L'OMS insistera sur le troisième aspect de la mise en œuvre et sur l'importance cruciale d'atteindre les populations marginalisées grâce aux outils et aux stratégies dont on dispose actuellement. La communication est essentielle dans le changement de comportement face au paludisme. Les hommes de médias présents s'engagent à jouer toute leur partition dans le cadre de la politique nationale de santé. Les subventions agricoles au Mali, la question au centre d'un point de presse animé par les acteurs du domaine. Le secrétaire général du groupement des importateurs et distributeurs agri des intrants agricoles au Mali se confie au micro de Abdul Karim Kaba pour plus de détails. Écoutons-le. Nous, groupement des importateurs et distributeurs agréés des intrants agricoles au Mali, c'est vraiment avec le cœur meurtri que nous vous avions convié à ce point de presse, afin de vous édifier et édifier l'opinion publique sur un certain nombre de diffamations mensongères à l'encontre d'un des nôtres, en l'occurrence la société KO2 de Elhadji Ely Diarra. Une certaine presse de la place attribue à tort des malversations dans l'exécution de la subvention agricole 2020-2021. Premièrement, ils ont affiché la photo du ministre de l'Agriculture actuel, alors que vous le savez très bien, en 2020-2021, lui, il n'y était pas. Et la deuxième est que il parle de 17 milliards, alors qu'en 2020-2021, la subvention n'était pas de 17 milliards. Elle était de 10 milliards. Et ces 10 milliards sont pour l'ensemble de la nation malienne, de Caille à Kidal. Troisième point, deux sociétés, soit disant que ce sont ceux-ci qui ont exécuté le marché subvention 2020-2021, alors qu'il y a eu 4 sociétés. Elle se tiendra ce week-end. Il s'agit de la 3e édition du Festival des glaces gourmandises Jeux. C'est du 21 au 23 avril sur la place du Cinquantenaire. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée par les organisateurs. Ibrahim Kaoukonaté était sur place. Ce festival se veut un espace de retrouvailles pour les enfants autour des glaces et des jeux éducatifs afin de passer les festivités du Ramadan dans les meilleures conditions. Qui a été initié en fait pour que les enfants puissent se regrouper en un seul lieu, pouvoir jouer, s'amuser, apprendre à pêcher, apprendre à faire du cheval, apprendre à faire de la moto, apprendre à nager, parce qu'on a des maîtres nageurs qui seront là aussi. Avoir un espace où ils peuvent danser, chanter, apprendre à dessiner, apprendre des récitations, pouvoir déguster. Donc c'est, comme on a dit, de la gourmandise. Donc tout ce que les enfants aiment, en tout cas, il y en aura. Cette année, les orphelins des centres d'accueil et d'insertion seront à l'honneur. Cette année, la particularité, c'est qu'on a invité aussi des orphelins, sans orphelins, à participer à l'événement. Donc c'est une manière pour la Fondation Influence aussi de participer à l'essor, en fait, en tout cas à l'épanouissement des orphelins. Le fait de sortir pendant 3 jours, venir sur des sites d'événements, s'amuser avec d'autres événements, se faire des amis. À cet effet, des espaces seront aménagés et un concert géant tous les soirs animé par les artistes, musiciens et comédiens. Le Festival des glaces, gourmandises et jeux est une initiative de la structure événementielle Influence.
Et c'est ce week-end. Du quinqueliba chaud avec des galettes et un repas. Vous les avez peut-être croisés sur nos avenues ou dans nos hôpitaux. Il s'agit des scouts et guides du Mali dans l'exécution de leur opération Ramadan. L'ORTM en partenariat avec l'association Sunakari aussi dans la mouvance des ruptures collectives. Autour du directeur général Hassan Baba Diombele, un iftar a réuni tout le personnel et les invités dans la cour de l'office. Ce sont là les brèves commentées par Ibrahim Kaou Konati. Cette 8e édition de l'opération Ramadan Charity, les scouts et guides au chevet des co-religionnaires en ce jour de Laylatul Qadr pour permettre aux usagers de la route de rompre le jeûne. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Moussa Ag Atayer, a salué cette initiative citoyenne et humanitaire. C'est un devoir pour moi de venir pendant ce mois saint de Ramadan leur notifier, leur signifier mon soutien et aussi les encourager à continuer à œuvrer dans ce sens, dans le sens de l'humanisme, dans le sens de l'aide de l'autre, dans le sens de la bonne action, qui est un leitmotiv des scouts et guides du Mali, et surtout leur exprimer toute ma reconnaissance pour tout ce qu'ils ont fait pendant tous ces mois de Ramadan qui tend vers sa fin. L'association des femmes d'ici et d'ailleurs, ASFIA, magnifie sa solidarité au personnel d'appui de l'ORTM en offrant des kits alimentaires composés de sacs de riz et de sucre. La réception des kits a été faite par le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Diombele. ORTM toujours, l'association Sunakari a choisi la structure pour une rupture collective de jeûne. Ce moment de partage rentre dans le cadre de Laylatul Qadr, la nuit du destin. Outre le personnel de l'ORTM, la rupture collective a regroupé certains prêcheurs et imams de la place. Voilà, c'était hier ici à l'ERTM. La Comatex SA doit et va renaître de ses cendres, tel un phénix. C'est la conviction affichée par les administrateurs lors de la tenue à Ségou de la première session du conseil d'administration de la structure mise en arrêt depuis 2020. Fousseini Samake, correspondance. Au cours de cette première session de la compagnie malienne de textile Comatex SA, les administrateurs ont planché sur la renaissance durable de ce complexe industriel qui est à l'arrêt depuis mai 2020. Autre point à l'ordre du jour de cette session, la place de la Comatex dans l'économie locale et nationale. Aujourd'hui, grâce aux efforts personnels de notre ministre et à l'engagement ferme des plus hautes autorités du pays, cette unité industrielle revient à 100% à l'État malien. J'aurai certes besoin de l'accompagnement de chacun de vous, administrateurs, et surtout du soutien des plus hautes autorités qui m'ont accordé leur confiance. La relance de la Comatex, qui employait 1300 travailleurs au moment de l'arrêt des activités, nécessite une implication accrue des différents acteurs. Les objectifs, c'est de relancer la Comatex sur de nouvelles pistes qui lui permettent d'avoir une durée de vie beaucoup plus importante qu'elle l'a eu, d'avoir des rendements beaucoup plus importants jusqu'à présent, de donner satisfaction aux travailleurs. Le message, c'est un message d'engagement, d'acceptation de souffrir un moment pour avoir des lendemains meilleurs. Déjà, on a une confiance importante des hautes autorités de l'État, notamment le président qui suit cette affaire, mais les conditions sont en train d'être réunies pour que l'ouverture soit la plus rapide possible. Cette première session se tient après plusieurs initiatives s'inscrivant dans le cadre de la réouverture prochaine de la Comatex, selon les autorités de tutelle. Démarrage de la deuxième édition de la foire agricole de la commune 3 du district de Bamako. Elle se tient sur le terrain de football du Badialan 1. Une cérémonie d'ouverture présidée par le maire du district de Bamako, nous dit Ibrahim Kaou Konati.
Ce rendez-vous annuel des agriculteurs, éleveurs et transformateurs des produits agricoles de la commune 3 est une initiative de la délégation locale de la Chambre d'agriculture de la commune 3. Il vise à mettre ensemble les producteurs et les consommateurs. Deuxième édition de la foire agricole qui regroupe 4 filières, dont l'agriculture, l'élevage, la pisciculture et l'arboriculture. C'est la deuxième édition. On souhaite la pérenniser. Approcher le consommateur du producteur, d'avoir un espace où il n'y a pas d'intermédiaire entre le consommateur et le producteur. Donc c'est un achat direct. D'où vient aussi la troisième idée où nous avons demandé au maire du district de Bamako et à madame la maire de la commune 3 de nous prêter un espace chaque dimanche où nous allons dire à nos maraîchers, à toutes ces braves dames qui se lèvent à 4 h du matin pour aller arroser leurs produits horticoles et qui ont des difficultés très souvent à le vendre, un espace où chaque dimanche elles peuvent venir exposer leurs produits pour que les clients viennent acheter directement dans leurs mains sans aucun intermédiaire pour qu'elles puissent vraiment être rétribuées à juste valeur de leurs efforts. Cette foire est une opportunité pour tous les acteurs de la chaîne de valeur agricole d'étaler leur savoir-faire. C'est un événement très important qui nécessite d'être effectivement accompagné par les élus. Nous avons vu des stands où des femmes d'autres communes sont venues ici et même des jeunes de Sigasso qui sont venus ici dans le cadre de la transformation. Je voudrais donc à cette occasion vous témoigner mon affection et mes félicitations pour le travail accompli. La délégation locale de la Chambre d'agriculture de la commune 3 est un démembrement de la Chambre régionale d'agriculture du district de Bamako. Voilà, la transition est toute trouvée. La mairie du district, très engagée dans l'assainissement, une chose qui devra être très suivie d'ailleurs pendant toute cette euphorie liée à la fête et même au-delà. Nous allons faire le tour de la capitale avec Aguibou Koulibaly pour constater les progrès réalisés en la matière avec le concours du gouvernement et des autorités communales. Pour rappel, les autorités de la transition ont lancé tout récemment l'opération spéciale d'assainissement du district de Bamako et de Kati, une activité pilotée par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Suivons ce reportage. Bamako, notre capitale, compte aujourd'hui plus de 4 millions d'habitants selon les données statistiques. Le district a beaucoup perdu de son lustre d'antan en raison de la dégradation de son environnement liée en partie à cette croissance démographique rapide. Cette démographie est accompagnée d'une prolifération sans précédent des ordures ménagères à travers les quartiers. C'est pourquoi l'implication des populations dans l'assainissement aux côtés de l'État est primordiale. Au niveau de certains points de dépôt d'ordures, c'est la satisfaction totale. Avant, c'était très sale. Ça commençait du Wonida vers l'artisanat. On pouvait faire une semaine de maladie à cause de ces déchets. Actuellement, l'endroit est devenu propre. Mais il manque juste des matériels de ça. Il y avait trop d'ordures ici. Vendre ces marchandises était très difficile. Mais actuellement, c'est propre. Je commence à vendre les mangues. Au niveau du marché d'Ibida à Bamako-Kouroua et du dépôt de transit de la voirie, c'est le même engouement pour le ramassage des ordures. On a pris l'initiative d'aider les autorités pour cet tas d'ordures qui empêchait les véhicules de circuler. On a pris l'initiative de prendre un gardien qui surveille les lieux pendant la nuit. C'est en ce moment que les personnes jettent leurs ordures. Beaucoup de personnes nous félicitent pour cette initiative qui a permis aux véhicules de circuler librement. Si c'était presque un dépotoir, puisque c'est moi qui détiens ici l'aire de lavage, j'ai décidé moi-même de prendre ça en main. Parce que vu que la voirie faisait vraiment son boulot, tous les jours, chaque matin que Dieu faisait, il y avait des ordures jusqu'au beau milieu du goudron. Et chaque matin quand je revenais de chez moi, quand je voyais ça, ça me faisait pleurer. Et en plus, c'est mon lieu de travail. J'ai décidé de chercher un gardien pour surveiller vraiment ce caisson-là la nuit. Vous voyez comment le lieu est propre. Nous qui sommes les citoyens, c'est nous qui bénéficierons d'abord de la propriété. Il faut que nous aidons le gouvernement pour qu'il puisse continuer à travailler afin d'amener la salubrité parce qu'une personne ne peut pas tout faire seule.
Même si le gouvernement assainit la ville, si nous, citoyens, nous n'aidons pas les autorités, le travail sera incomplet. Il faut que les femmes s'impliquent davantage pour aider le gouvernement parce que la base de la propriété, ce sont les femmes pour que la ville soit propre. Les villes qui sont propres que nous envions, ils ont travaillé pour arriver à ce niveau. Nous, Maliens, qui veulent un Mali courant, ça doit commencer à Bamako et aider le gouvernement de continuer à travailler dans ce sens. Avec le dépôt diesel à Dar Salam et le mont Kilimandjaro de Lafiabougou, également débarrassés de leur tas d'immondices, c'est un ouf de soulagement. Le problème des ordures commence à aller actuellement. Ozone avait commencé à les ramasser. Je demande au gouvernement d'aider la voirie pour qu'elle puisse accélérer le ramassage de ces ordures car l'odeur est insupportable, même pour manger. C'est impossible. Nous sommes vraiment contents à ce que ce dépôt soit évacué. Parce que c'est un problème qui date de très longtemps. Depuis 2009, nous sommes dans cette situation. Donc évacuer ce dépôt, c'est un soulagement pour nous les riverains. Bon, vraiment, c'est un geste vraiment à saluer. Mais nous demandons encore au gouvernement de veiller à ce que le dépôt d'ordures de Lafiabougou soit délocalisé. Délocalisé au sens que, parce que c'est très proche des familles maintenant. Et non seulement des familles, c'est très proche aussi du cimetière de Lafiabougou. On peut passer par exemple, le premier point, c'est le Dabanani, où vous avez eu quand même la route qui était régulièrement coupée par les ordures. Ça fait plus de 2 mois maintenant que nous n'avons pas ce constat, grâce à la contribution et à la participation des populations, les commerçants de ce marché. Le Dibida, qui est un point de collecte très sensible, qui était souvent coupé par les ordures et aujourd'hui qui est vraiment à un niveau de satisfaction à notre souhait, grâce à l'intervention et sur la participation et la contribution des populations qui se sont investies pour rendre les lieux propres. Le point de collecte de l'ancienne voirie de Bamako, dont les voies étaient aussi régulièrement coupées compte tenu du carrefour, et aujourd'hui avec l'investissement, avec l'implication des responsables du cadre social qui se trouvent là, nous avons un cadre environnemental assaini à hauteur de souhait. C'est à dire qu'aujourd'hui, nous pouvons penser que nous pouvons compter sur la population par rapport à leur investissement, par rapport à leur engagement, par rapport à leur participation pour rendre leur cadre de vie assaini. Ce geste citoyen doit inspirer les autres communes du district de Bamako pour que la capitale redevienne une ville coquette. Parlons sport. À quelques jours du coup d'envoi du Challenge Trophée IHF de la zone 2, les handballeuses cadettes et juniors du Mali ont reçu le drapeau national des mai du représentant du ministère en charge des sports. Compte rendu de cérémonie avec Bouraïma Diallo. Depuis quelques années, le handball malien est en train d'écrire de belles pages de l'histoire sportive de notre pays. Aller jusqu'au bout a exhorté ce mercredi le représentant du ministre en charge des sports en s'adressant aux handballeuses des moins de 18 ans et moins de 20 ans en quête du challenge trophée de la zone 2 de handball à partir de ce 19 avril ici à Bamako. Le président de la Fédération malienne de handball a invité les handballeuses à défendre dignement le drapeau national. Le Mali a eu la confiance de la Confédération africaine de handball et de l'IHF pour abriter ces tournois. Et l'accompagnement de nos autorités n'a jamais fait défaut. En témoigne aujourd'hui cette cérémonie de remise de drapeaux. Les entraîneurs, nous leur demandons de bien faire le travail, d'être des modèles pour les jeunes et d'être courtois et fermes. Nous leur demandons de donner le meilleur d'eux-mêmes afin que le Mali puisse atteindre les niveaux souhaités. Et quant aux handballeuses, c'est une chance pour vous d'être aujourd'hui dans l'équipe nationale. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et une fois que vous y êtes, il faut défendre haut les drapeaux maliens. Le représentant du département des sports estime que les sélections sont bien outillées pour décrocher ces 2 titres en jeu. M'adressant donc aux joueuses et aux joueurs, je voudrais leur dire que si vous avez été sélectionné, c'est parce que vous êtes parmi les meilleurs, sinon les meilleurs. Et nous pensons que vous allez, dans le fair play, dans le respect de l'éthique, représenter dignement notre
pays. Notons que le Mali est logé dans le groupe B en compagnie de la Guinée-Bissau et de la Guinée-Conakry chez les cadettes, tandis que dans la catégorie des juniors, le Mali affrontera la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et le Cap-Vert. Bonne chance donc à nos représentantes. C'est tout pour ce journal. La page météo, ça sera avec Abdoulaye Keita juste après moi. Et un grand merci à nos téléspectateurs du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa. À demain, j'espère. Bonsoir à tous.